Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence. On est un peu loin parce qu'on avait prévu en fait un espace pour les fauteuils éventuellement, mais je vois que vous avez tous trouvé des places. Donc merci de votre présence. Je remercie Lamia Laraj qui est adjointe à la maire de Paris en charge de l'accessibilité et des personnes en situation de handicap d'être présente. Nous quittons à l'instant le Conseil de Paris d'ailleurs, avant d'y retourner sans doute, en tout cas demain, sinon ce soir. Mais voilà, il était important que nous maintenions cette réunion. Je voudrais aussi saluer le représentant de Paris 2024, voilà, qui arrive. Le représentant de la DGJOPGE, c'est ça? On dit comme ça? C'est madame, voilà, d'accord, la délégation. Et puis vous toutes et tous, et mon adjointe, bien sûr, Louisa Ferrat, pour cette assemblée plénière de notre conseil local de handicap que j'ai mis en place voilà, un certain nombre d'années, avec un ordre du jour d'actualité, ô combien, qui concerne les Jeux olympiques et paralympiques. C'est un sujet qui mobilise, voire passionne, enfin ça dépend, puisque nous organisions dans cette salle même lundi dernier, peut-être un certain nombre d'entre vous étaient présents, une réunion publique avec le préfet de police, ses services, la mairie de Paris, etc., pour donner toutes les informations qui sont actuellement en notre possession. C'est un peu évolutif, hein, tout n'est pas figé, sur la tenue des Jeux olympiques, particulièrement dans le 15e, où nous serons particulièrement impactés, puisqu'il y a un certain nombre d'épreuves olympiques dans l'arrondissement, aussi bien sur au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Enfin, c'est assez bien partagé, on est bien encadré. D'ailleurs, plusieurs centaines de participants qui sont venus, 700 à 800. On a dû refuser 200-300 personnes. On avait près d'1 millier de personnes connectées sur YouTube. Donc, et d'ailleurs, du coup, on en refera une au mois de mai. Le préfet de police m'a donné son accord parce qu'au mois de mai, les choses seront évidemment, enfin on espère en tout cas, davantage figées et les propositions, les mesures prises seront évidemment définitives à ce moment-là. Je voudrais remercier aussi les résidents de Saint-Jean-de-Dieu et de la Maison Sainte-Germaine qui ont travaillé sur différentes questions portant sur le programme des Jeux, les tarifs, l'accessibilité des transports, l'accessibilité des équipements sportifs, et puis aussi toutes les conséquences des Jeux sur le quotidien des personnes en situation de handicap. Voilà, donc je vais d'abord passer la parole à des jeunes résidents qui représentent justement Saint-Jean-de-Dieu et la Maison Sainte-Germaine qui ont travaillé sur ce sujet. Et ensuite, on fera un certain nombre d'interventions avant de passer la parole à la salle. Alors, c'est vous qui parlez? Oui, voilà. Bonsoir. Alors, en fait, on n'est pas à Saint-Jean-de-Dieu, on est l'Arche à Paris. D'accord. Voilà, mais on connaît bien aussi, oui. Je crois qu'ils sont venus à la réunion, notamment eux, lundi. Avec sur, le préfet de police. Voilà, tout ce qui était l'accessibilité, on s'était un peu répartis comme ça. Donc, nous, on est l'Arche à Paris qui regroupe 8 établissements médico-sociaux, essentiellement implantés dans le 15e arrondissement. On en a 2 dans le 16e, mais qui rejoindront très prochainement le 15e. Et donc, on s'est réunis il y a une semaine autour de la thématique des Jeux olympiques et paralympiques et pour faire émaner un peu les questions des personnes que l'on accompagne. Donc là, ce soir, vous avez Agathe, Léo, Guylain, Sylvie et Karine qui se font porte-parole de nos résidents et donc qui vont vous lire les questions. Et puis voilà. Merci bien en tout cas. Merci à vous, merci à eux. Bonsoir. Serait-il possible d'avoir des places pour assister à des épreuves olympiques et paralympiques? Direct. Ça commence très fort. Ça commence très très fort. Et l'Arche, malgré ses demandes, n'a pas accès à un gymnase ou un stade dans l'année. Pour faire du sport, à qui demander? Pour la 20 zone du 15e, aurons-nous un accès privilégié? Bonsoir. Les transports métro, bus seront très chargés pour comment nous rendre dans nos édates ou lieux de travail.
Pourrions-nous avoir aussi des goodies, des casquettes et t-shirts? Bonsoir. Le ticket de métro va augmenter. Est-ce que le pass Navigo également? Des sportifs olympiques et paralympiques pourront-ils venir dîner dans nos foyers? Pourrait-il quoi? Invitation. Ah, dîner chez vous? Ah ouais, pas mal. Pas mal comme- Bonsoir. Comment les véhicules de l'Arche pourront circuler? Pourrons-nous essayer des sports sur des stands? Je n'ai pas de questions. Bonsoir. Ça y est, c'est bon, d'accord. Bon, donc, les sachants répondront, n'est-ce pas? Pour ce qu'ils en savent, en tout cas. Bon, c'est vrai que nous, on a souhaité vraiment cette réunion parce qu'on veut que les choses se passent le mieux possible, de façon générale, hein, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais particulièrement avec un focus particulier sur la façon dont les personnes en situation de handicap pourront s'associer à ces Jeux. Et merci d'avoir posé ces questions, qui sont ces questions évidemment principales, hein, que se posent les personnes en situation de handicap et qui doit effectivement modifier vos vies dans les prochains mois. En tout cas, c'est vrai que Paris s'apprête à recevoir les Jeux. Alors, les dates à partir du 26 juillet prochain, ouvrant une séquence de 46 jours, en fait, jusqu'au 8 septembre. Hein. Il y aura une interruption entre les deux, mais c'est du 26 juillet au 8 septembre, qui sera la date de clôture des Jeux paralympiques. 800 épreuves, 14 000 athlètes, 10 000 olympiques, 4 000 paralympiques, 16 millions de visiteurs attendus à peu près. Donc c'est un événement planétaire, le plus grand événement au monde finalement, qui est un défi organisationnel, sécuritaire, opérationnel, logistique, aux multiples facettes. Compte tenu des infrastructures existantes ainsi que de la localisation de notre arrondissement, nous serons à des points centraux de ces Jeux, on pourrait dire même un cluster olympique, pour reprendre d'ailleurs les mots de Tony Estanguet que je recevais ici, que j'ai reçu à plusieurs reprises d'ailleurs pour l'organisation des Jeux, qui est président du COJO, comme vous le savez. Plusieurs sites seront concernés par diverses mesures. Alors, au nord de l'arrondissement, tenez bien, il y a des cartes qui sont sur Internet, mais je le rappelle, et qu'on a diffusées d'ailleurs après la réunion avec le préfet de police plus particulièrement. Au nord de l'arrondissement, alors c'est dans le 7e, le Champ de Mars, mais on est riverain du Champ de Mars, surtout le long de l'avenue de Suffren ou quasiment, qui sera transformé en fait en un immense stade qui pourra accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Il y aura même un stade de 10 000 places. Les aménagements vont commencer dès le mois de mars. Donc on dit 26 juillet, mais les Jeux Olympiques, ce n'est pas un truc qui commence le 26 juillet. Plusieurs mois avant, il y aura beaucoup de restrictions de circulation, de zones réglementées, etc. Et c'est vrai que dès le mois de mars, mais plus particulièrement à partir du mois de mai, il y a des zones où on ne pourra plus passer. Par exemple, place Jacques-Rueff, au milieu du Champ de Mars, puisqu'on y construit un stade, évidemment, on ne pourra plus y passer. Et les travaux d'installation commenceront au mois de mars, comme la Concorde, par exemple. Au sud, on a le parc des expositions, qui accueillera quand même 7 épreuves olympiques et paralympiques, handball, volleyball, haltérophilie, tennis de table, boccia, go-ball et para-tennis de table. Donc ça, c'est les épreuves qui ont lieu à l'intérieur du parc des expositions. C'est un peu plus simple parce que c'est à l'intérieur d'une enceinte qui est fermée et qui est prévue pour ça, avec des grandes halles. Donc c'est plus facile à organiser, même s'il y aura des zones de restriction de circulation et de stationnement, bien sûr, le long du boulevard Lefebvre et le boulevard extérieur jusqu'à la Seine. Et puis, il faut ajouter la traversée par les marathoniens des derniers kilomètres de l'épreuve, le long des quais de Seine, donc tout le long des quais de Seine. Puis les cyclistes, il y a aussi une épreuve cycliste sur route qui emprunteront aussi plusieurs voies de l'arrondissement. Donc voilà, c'est ces épreuves olympiques et paralympiques, le Champ de Mars
parcs d'exposition, plus les 2 épreuves mobiles, j'allais dire, sur route, marathon et cyclisme, qui seront dans notre arrondissement. L'Office du tourisme de Paris aussi pendant ses quartiers dans l'ancien CIDJ, que beaucoup connaissent, sur le quai qui s'appelle maintenant quai Chirac. Ce CIDJ est transformé en musée de l'Olympisme et a été rebaptisé Spot 24. Si vous êtes passé devant, vous avez dû le voir. On l'a inauguré il y a quelques mois d'ailleurs. C'est un lieu culturel et sportif en fait qui met en lumière surtout les 6 nouvelles disciplines qui seront disputées à Paris pour la première fois pour ces Jeux. Vous savez, à chaque épreuve de Jeux olympiques, il y a des nouvelles disciplines. Skateboard, escalade sportive, BMX, freestyle, surf, basketball, 3-3 et breaking dance. Donc voilà, ce sera... on a donc des images, des films sur ces épreuves que vous pouvez regarder dans cet établissement Spot 24, où il y a aussi un restaurant, une cafétéria, enfin bref. Ce sera d'ailleurs le principal point d'accueil des visiteurs à Paris, et nous, on y finance un skatepark. Enfin, un skatepark, ils ont une piste de skateboard, c'est plus modeste, le long des contre-allées qu'empruntent les touristes, en fait, quand ils viennent de la station Bir Hakeim pour aller vers la Tour Eiffel. Et en face de Spot 24, du CDJ, on aura ce bâtiment. Alors, la mairie de Paris a demandé aussi à chaque arrondissement d'animer du 26 juillet au 8 septembre, donc pendant toute la durée des Jeux, un site de festivités de proximité accessible à tous, sans billets, c'est ça l'avantage. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas aussi intéressant que les épreuves olympiques, mais enfin quand même. Alors en tout cas, pour nous, il s'agira du parvis de la mairie, qui s'y prête tout à fait, et puis du square Chériou, qui est un peu sur en aval de la station de métro Vaugirard. Il s'agira de faire vivre les Jeux aux Parisiens, si je peux dire, aux visiteurs, tous ceux qui n'ont pas de billets ou qui voudront venir. C'est un peu le off par rapport au on, si je peux dire, si on compare au Festival de Cannes. Il y aura un écran géant qui retransmettra les épreuves en direct. Il y aura une scène pour des spectacles et autres et des démonstrations, un terrain de sport, un terrain de beach volley, un espace de détente, des food trucks. Et donc, ce parvis et ce square seront animés par des associations sportives et culturelles entre 11h du matin et 23h normalement. Je ne sais pas si on tiendra tous les jours comme ça, mais en tout cas, les associations commencent à prendre des créneaux pour occuper cette période. Et puis, on a aussi le passage de la flamme olympique et paralympique. Le 15 juillet, la flamme olympique traversera le 15e. Le 28 août, ce sera la flamme paralympique qui passera dans le 15e. Et notamment, on a souhaité qu'elle passe dans le centre de quartier, par exemple le quartier des Périchots, qui a été classé en quartier politique de la ville récemment d'ailleurs, l'hôpital Necker, l'Institut Pasteur, la mairie, le pont Bir Hakeim. Voilà, c'est le parcours de la flamme dans le 15e. D'ailleurs, on aura trois habitants du 15e qu'on a plus ou moins choisis qui tiendront la flamme pendant cette traversée du 15e. Donc, évidemment, toutes ces manifestations ne seront pas non plus sans conséquences sur une quotidienne à tous, puisqu'il y a d'ailleurs dans Paris beaucoup de sites aussi qui seront aménagés dès le mois de mars, comme je le disais, par exemple sur les Champs-Élysées, sur la Concorde, où on ne pourra plus circuler à partir du mois de juin, par exemple. Enfin, donc, il y a beaucoup de choses. Il faudra vous renseigner sur les cartes, qui on ne peut pas tout dire aussi aujourd'hui, mais les cartes qui sont publiées sur les sites Internet des uns et des autres. Il y a bien sûr également l'impact sécuritaire, et donc il y a, on va vous en parler dans un moment, je ne vais pas le détailler maintenant, des zones. Il y a 4 zones, la zone sur chaque site olympique, la zone du site de compétition, une petite zone de protection antiterroriste où tout le monde sera fouillé, donc avant de pénétrer dans la zone avec les billets, ceux qui ont des billets, c'est ça qui ont des billets, dans la zone du site de compétition, et puis 2 zones extérieure, une zone rouge autour du site des compétitions avec un accès réglementé, même interdit aux automobiles, sauf dérogation, et puis une zone bleue pour éviter le trafic de transit. Voilà, c'est un peu comme ça que sur les zones, on va rentrer dans le détail. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment le maximum d'informations la plus précise possible soit communiqué à tous très en amont pour que vous puissiez vous organiser, soit pour assister à des épreuves ou rester à Paris, soit pour partir en vacances d'ailleurs aussi, parce que les 2 cas existent.
En tout cas, vous avez sur vos chaises un QR code pour vous permettre de vous inscrire à la newsletter déjà de Paris 2024, qui vous tiendra régulièrement informé sur les sujets des Jeux Olympiques. Et puis vous retrouverez sur le site de la mairie de Paris, il y a le site de la mairie de Paris, le site de la préfecture de police, Paris 2024, et nous aussi un peu sur le site de mairie du 15e, les cartes avec les zones de restriction à jour, mais ça bouge. Hein. Par exemple, quand le préfet de police, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, est venu présenter lundi ces zones de restriction, de circulation, j'ai proposé des modifications que je lui ai remises. Enfin, j'ai fait des plans pour lui remettre des modifications parce que ça me paraissait trop large, parce que la préfecture de police, c'est toujours ceinture et bretelles. On connaît, donc je pense qu'on n'est pas obligé de gêner la vie de 50 000 habitants d'un seul coup, par exemple. Voilà. Donc on essaie de voir si on peut restreindre certaines zones rouges, notamment. Donc ce n'est pas encore totalement fixé, mais enfin, vous avez quand même déjà plus que les grandes lignes. Donc n'hésitez pas à consulter toutes ces cartes qui vont vous être, je pense, montrées dans un moment. Déjà, on va les ici. C'est pourquoi, sans plus attendre, je laisse la parole, je passe la parole à Madame El Haraj. Ah, pardon, je vous fais. Comme vous voulez. Tenez. Un tout petit micro, comme vous le voyez. Bonsoir à toutes et tous et ravi d'être avec vous pour cette session un peu extraordinaire, si je puis dire, du Conseil local du handicap du 15e arrondissement. Un grand merci à Monsieur le maire Philippe Goujon et à son adjointe Louisa Ferrat pour cette invitation. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir pour moi de venir dans votre mairie et de travailler avec vous. Et je tiens à vous remercier pour votre engagement sur les sujets relatifs à l'accessibilité universelle et au handicap, sur un arrondissement extrêmement actif en la matière. Avant d'échanger sur les Jeux, je voulais quand même dire un petit mot sur les permanences délocalisées de la MDPH qui sont expérimentées depuis maintenant quelques semaines sur 5 arrondissements parisiens, dont le 15e arrondissement. Et là aussi, je vous remercie d'avoir accepté cette expérimentation. L'objectif que j'avais à cœur en mettant en place ces permanences délocalisées était d'amener l'information au plus près des usagers. Et donc, quoi de plus naturel que de le faire dans la maison commune. Et donc, vous avez désormais accès à une permanence délocalisée tous les mardis matins, ici dans la mairie. Et au vu du succès qui est celui de l'expérimentation dans le 15e, dans le 19e, dans le 13e et dans le 20e, je pense que nous serons amenés à généraliser cette expérimentation. Et je tenais à l'évoquer ici, même si ce n'est pas spécifiquement le sujet de mon intervention. Donc oui, ça marche extrêmement bien puisque je crois que d'ores et déjà, les permanences sont pleines sur plusieurs semaines. Donc c'est vraiment une excellente chose. Ça veut dire aussi que ça correspond réellement à un besoin qui est celui des usagères et des usagers. Et je trouvais que l'amener au cœur des mairies était une bonne chose parce que dans le 9e arrondissement, ce n'est pas forcément le plus simple. Je ne vois pas pourquoi les personnes en situation de handicap seraient obligées de se déplacer jusqu'à un autre arrondissement et que le mettre ici au cœur de la vie de l'arrondissement me semblait être une bonne chose. Et je crois que cette expérimentation, ici tout du moins, nous conforte dans cette idée. Donc vous l'avez dit, monsieur le maire, le sport est évidemment au cœur de l'héritage des Jeux. Vous le savez, notre candidature parisienne et l'esprit de Paris 2024 s'inscrit dans la notion d'héritage. Et parmi cet héritage que nous avons construit avec l'ensemble des acteurs des Jeux, il y a la question de la pratique sportive. L'objectif était de multiplier par 2 le nombre de licenciés parasportifs à Paris. Nous avons, depuis la promotion 1, le réseau des clubs para-accueillants qui a considérablement évolué, tant en termes de recrutement que de suivi des clubs. Il y a eu une évolution importante, notamment entre la promotion 1 et la 3. On est passé de 8 clubs dans la promotion 1 à 21 clubs formés lors de la promotion 3. Et actuellement, on a l'ouverture de 31 nouvelles sections avec 15 clubs qui sont d'ores et déjà en cours de formation dans le cadre de la promotion 4.
Donc ça fait un total de 44 clubs para-accueillants. Et ça, c'est une excellente chose. Nous les accompagnons quotidiennement avec mon collègue Pierre Rabadan en charge des sports et des jeux, de façon à ce que cet héritage-là soit pérenne et que de plus en plus de Parisiennes et de Parisiens en situation de handicap puissent accéder à une pratique sportive qui soit adaptée, qui soit inclusive. Et pour nous, c'est extrêmement important. Au-delà des jeux, au-delà du sport, ces jeux sont un véritable accélérateur d'accessibilité pour la ville de Paris. Ce rendez-vous sportif, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, d'une importance internationale, puisque Paris va accueillir le monde d'ici maintenant quelques semaines. Nous en sommes particulièrement fiers. Nous avons souhaité nous en servir comme un vecteur d'accélération à la fois de nos investissements publics en matière d'accessibilité, mais aussi de la transformation de la ville. Donc vous le voyez autour de vous, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours dans la ville. On sait que c'est impactant pour le quotidien de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, mais je le vois réellement comme une opportunité. Et croyez-moi, la ville sera radicalement différente après ces Jeux, puisque on a mis en œuvre énormément, donc je le disais, de travaux. Mais au-delà de ça, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous allons accueillir les Jeux paralympiques. Nous avons déjà accueilli les Jeux olympiques en 1924, et là, en août et septembre prochain, c'est la première fois de notre histoire, 100 ans après les premiers Jeux olympiques, que nous allons accueillir les Jeux paralympiques. Et je pense que là aussi, j'espère en tout cas qu'il y aura une forme de révolution dans notre façon d'aborder les sujets relatifs au handicap, puisque pendant ce laps de temps, qui est celui des Jeux paralympiques, Paris va vibrer au rythme des performances, au rythme des athlètes paralympiques, qui nous permettront à la fois de vibrer les Jeux et donc de vivre cette pratique sportive, mais au-delà de ça, ça permettra aussi de changer le regard sur les sujets relatifs au handicap et de permettre d'embarquer l'ensemble, je l'espère, de la société française sur la visibilité donnée aux sujets relatifs au handicap, puisque pendant presque 10 jours, nous serons toutes et tous accrochés à nos écrans dans la ville, en train de vibrer sur les différents sites de célébration qui sont prévus partout dans Paris. Sur le sujet de l'accessibilité, lors de ma prise de fonction en 2022, j'ai souhaité que nous puissions inscrire l'accessibilité comme un héritage de ces Jeux olympiques et paralympiques. À la fois, cela commence par les zones d'approche, ça a été évoqué tout à l'heure par monsieur le maire et ce sera évoqué par les intervenants suivants. Mais au-delà de ça, sachez que nous avons investi, la ville de Paris a investi 5,4 millions d'euros pour reprendre et améliorer la signalétique et la voirie pour les adapter au déplacement de tous. Je vais prendre des exemples très concrets. La signalétique sonore des traverses. Nous avons désormais près de 11 000 équipements boîtiers sonores qui sont installés partout dans Paris. Nous sommes en train d'investir dans 2500 traverses supplémentaires qui seront sécurisées, avec notamment une nouvelle technologie de boîtier qui permettra d'équiper les traverses dites complexes. Et actuellement, nous sommes en train de distribuer une nouvelle salle, si je puis dire, de télécommande, d'activation de ces boîtiers sonores, gratuitement, mise à disposition de toutes les Parisiennes et les Parisiens qui en ont besoin. Et c'est l'association Valentin Oui, avec laquelle nous avons signé une convention qui s'occupe de ces distributions de boîtiers. Cet héritage passe aussi par la mise en accessibilité de l'ensemble des lignes de bus parisiennes. La maire de Paris et moi-même étions extrêmement attachés à pouvoir mettre en accessibilité l'ensemble des lignes de bus parisiennes. Ça représente plus de 1750 arrêts de bus qui ont été repris en un temps record, je dois le dire aussi, puisque... mais vous verrez, on communiquera là-dessus de façon un peu plus détaillée dans les prochaines semaines. Nous partions d'assez loin. Effectivement, les bus en tant que tels, donc les véhicules, étaient accessibles, mais si l'arrêt de bus n'est pas accessible, il n'est pas possible pour le bus de déployer sa rampe, par exemple. Donc, nous avons repris un grand nombre d'arrêts. Il y a certaines zones, mais vous n'êtes pas concernés dans le 15e spécifiquement, qu'il est difficile de mettre en accessibilité. Je pense par exemple à tous les arrêts, toutes les lignes qui passent par la butte Montmartre ou par Ménilmontant, où la pente est beaucoup trop importante pour que nous puissions faire les travaux de mise en accessibilité des arrêts. Et actuellement, nous sommes en train de travailler
à une signalétique sonore, là aussi, qui sera installée sur les arrêts de bus parisiens, de façon à avoir une offre d'accessibilité complète. Et ça représente, je le disais, 22 millions d'euros. C'est absolument colossal pour Paris. Et je peux d'ores et déjà vous dire que d'ici au 26 juillet, le bus sera le deuxième réseau de transport collectif qui sera entièrement accessible, le premier étant le tramway, qui est d'ores et déjà entièrement accessible. Autre mesure emblématique que nous avons portée dans le cadre de ces Jeux, c'est les quartiers accessibilité augmentée. Donc chaque arrondissement est doté d'un quartier accessibilité augmentée. Donc celui du 15e a fait l'objet d'une visite que nous avons faite sur le terrain avec Madame Ferrat et avec certaines associations du 15e que je vois ici dans la salle et que je salue. Donc ce sont des territoires prioritaires en matière d'accessibilité qui permettent aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'ensemble des services. Ces zones comprennent un parcours prioritaire qui y est défini et sur lequel se trouvent au minimum 8 établissements recevant du public et offrant des services différents. Donc je les cite: équipements sportifs, de santé, bibliothèque, petite enfance, culturel, scolaire, de loisirs et espaces verts. Et nous sommes en train de déployer un parcours signalétique de façon à ce que chacune et chacun puisse savoir comment se déplacer dans le cadre de ce parcours d'accessibilité augmentée. Ce qui fait qu'entre ça et le réseau bus, notre objectif est de faire en sorte que partout dans Paris, à moins de 15 minutes de votre lieu d'habitation, vous puissiez avoir accès à un établissement dédié et qui soit entièrement accessible à votre situation. Je pourrais aussi citer un autre exemple qui est celui des aires de jeux inclusives qui sont progressivement installées dans les espaces verts de la ville. Par exemple, celui du 15e arrondissement qui se trouve au square du docteur Calmette. Et l'objectif est la mise en accessibilité de toutes les aires de jeux d'ici à 2026. L'accessibilité n'est pas que bâtimentaire, donc les équipes de ces établissements recevant du public présents dans les quartiers d'accessibilité augmentée ont aussi été formées pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes en situation de handicap. Au-delà de ces équipements en tant que tels, sachez que la police municipale parisienne, par exemple, est formée aussi à l'accueil des personnes en situation de handicap. Nous avons des agents de police municipale qui sont formés à la langue des signes française. Alors, pas de façon à être bilingue, parce que le temps est quand même assez court, mais de façon à pouvoir accueillir les personnes sourdes et malentendantes, par exemple, de la bonne manière et les orienter en fonction de leurs besoins vers l'interlocuteur idoine. Je pense que la question de la sécurité doit aussi être prise en compte sur ces sujets. Nous avons développé le facile à lire et à comprendre dans l'ensemble de nos bâtiments municipaux et particulièrement dans les quartiers à accessibilité augmentée. L'objectif du facile à lire et à comprendre est que chacun puisse avoir accès au même niveau d'information indépendamment de sa capacité de compréhension pour pouvoir obtenir là aussi une information le plus facilement possible. Je me permets de dire un petit mot sur la loi de 2005 qui est, vous le savez, contraint l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des institutions publiques à être accessibles d'ici à 2025. Donc nous avons là aussi pu accélérer nos investissements en la matière et pour nous, il n'est pas uniquement question d'une contrainte légale, mais c'est une question d'égalité de droit, permettre à toutes les personnes vivant à Paris, se déplaçant à Paris, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des infrastructures parisiennes, de pouvoir profiter de la dynamique de la ville de Paris, de nos institutions, de nos établissements. Et donc nous avons pu, grâce entre autres aux Jeux, accélérer nos investissements. Donc je tiens à vous le dire, j'y suis extrêmement attachée. Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité des agendas de l'accessibilité programmés, la ville de Paris ne demandera pas de dérogation dans le cadre de la loi de 2005 et d'ici l'année 2025, nous aurons 95% de nos établissements publics qui seront mis en accessibilité. C'est un investissement colossal. Je vous propose d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, que nous puissions, dès l'année prochaine, si vous avez la gentillesse de m'inviter, je reviendrai avec plaisir pour revenir dans le détail sur la mise en œuvre concrète de la loi de 2005 dans le cadre du 15e arrondissement et plus globalement de Paris.
Donc voilà quelques exemples, je ne voudrais pas être trop longue, mais je tenais à vous dire que toutes ces actions illustrent notre volonté, notre ambition de mettre l'accessibilité au cœur de notre action. Dans la direction de la ville de Paris, il y a dans chaque direction, dans chaque service, dans chaque bureau, un référent accessibilité. Je réunis ces référents à peu près une fois tous les 4 mois. Nous faisons le point ensemble sur les sujets relatifs à chaque direction. Et c'est comme ça que nous avons fait de l'accessibilité le préalable à toute action publique municipale pour que l'accessibilité soit réellement à la fois au cœur de nos réflexions, mais aussi au cœur de nos actions. Évidemment que tout n'est pas parfait. Il y a encore énormément de travail et énormément de choses à améliorer. Mais je pense que nous avons quand même une notable depuis maintenant quelques temps. Dernier mot, je pense, pour avoir échangé avec un grand nombre de Parisiens et de Parisiens, que ces jeux peuvent être une source d'angoisse, d'interrogation, d'incompréhension. Et donc je salue toutes les initiatives, comme celle que vous prenez ce soir et que vous avez prise lundi, visant à délivrer justement un maximum d'informations aux Parisiennes et aux Parisiens, pour que chacune et chacun comprenne que les éléments de vie quotidienne sont réellement embarqués, sont pris en compte, qu'il y a un travail institutionnel collégial qui se fait avec beaucoup d'énergie, de détermination, mais au-delà de ça, une volonté farouche de faire de ce moment des Jeux un vrai moment de fête. Voilà, vous avez évidemment votre place dans ce moment de fête. Il y a les questions sécuritaires, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, qui relèvent du préfet de police, mais voilà, monsieur Goujon l'a évoqué, il y a un dialogue qui se fait sur notamment les questions de périmètre de sécurité, l'objectif étant d'amoindrir au maximum l'impact sur le quotidien, mais au-delà de ça, de vous permettre de profiter de la fan zone, des moments festifs pour que cet événement international se passe le plus sereinement possible. Sur les questions des transports, il n'y a pas d'impact sur le pass Navigo. J'en profite pour répondre un petit peu aux questions. Nous relayons quotidiennement, dans le cadre d'un certain nombre d'échanges à la région, à Île-de-France Mobilité, les interrogations, les craintes liées aux questions de déplacement, aux questions de transport. Pour les personnes en situation de handicap, évidemment que tout est déployé pour que le quotidien puisse se poursuivre aussi, notamment les questions liées aux modalités de transport. Donc à la fois, les véhicules pourront continuer de circuler. Il y a un système de navette spécifique qui est mis en place. Il y a beaucoup de places réservées aux personnes à mobilité réduite détentrices des cartes CMIS qui sont déployées aujourd'hui à l'échelle de Paris, plus de 1000. Il y a près de 1000 taxis accessibles qui sont prévus. Donc là-dessus, je pense qu'on peut se dire que les choses avancent. Si, je vois que ça réagit à gauche, donc s'il y a des questions relatives au PAM, par exemple, je pourrais aussi y revenir. Évidemment qu'il y a des places qui sont disponibles. Nous sommes actuellement en train d'organiser la distribution de ces places. Nous reviendrons vers vous très vite avec des propositions. Je note la question relative à l'accès à un gymnase. Sans doute que Mme Ferrat ou M. Goujon pourront y revenir. Sur les essais des sports sur les stands, évidemment que c'est possible sur 2 lieux, à la fois la zone de festivité de proximité du 15e arrondissement, mais aussi le parvis de l'hôtel de ville, où vous pourrez venir tester beaucoup de sports et on sera ravis de vous y accueillir. Voilà, en tout cas, heureuse d'être avec vous ce soir, heureuse que nous puissions être réunis avec la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques que je salue, avec la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques que je salue également, et évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, et pardon d'avoir été un peu longue. C'était très, très complet, et je voudrais saluer, puisqu'elles viennent d'arriver, 2 élus qui nous ont rejoints, Catherine Iblé qui est conseillère de Paris, qui était à l'hôtel de ville, et donc voilà, qui arrive sûrement, et qui a eu cette intervention à faire là-bas, et puis Chantal Rogène qui est mon adjointe chargée de l'éducation. Donc le programme appelle maintenant une prise de parole de Madame Munoz, qui est responsable de l'intégration paralympique à Paris 2024. Bonsoir à tous. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de parler assise, pardon. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Ludivine Munoz. Je suis ancienne athlète paralympique et médaillée sur 3 Jeux. Et aujourd'hui, je travaille pour le comité d'organisation, donc pour Tony Estanguet. Et j'ai un vrai plaisir d'être avec vous parce qu'en plus, moi, j'habite dans le 15e. Donc voilà, je suis venue un petit peu vous parler parce que je suis en charge aujourd'hui pour Paris 2024 de mettre en valeur les Jeux paralympiques et également de gérer toute l'accessibilité
des Jeux olympiques comme des Jeux paralympiques. Parce que finalement, on attend encore plus de spectateurs pour les Jeux olympiques, avec 10,5 millions, que pour les Jeux paralympiques, où il y a 2,8 millions. Donc on attend finalement plus de personnes en situation de handicap en tant que spectateurs pour les Jeux olympiques. On va avancer un petit peu. Je suis venue vous parler, on va avancer peut-être au slide 6, parce qu'on a déjà parlé des chiffres, on a parlé des dates, nous avons parlé de la carte, et donc on va parler un petit peu d'accessibilité. Et je veux bien le dernier slide. Super, celui-là. On a d'abord essayé de travailler, et du coup je salue mes collègues avec qui nous travaillons régulièrement ensemble. Dès le début du projet, on s'est de suite dit qu'effectivement notre ville, notre France, n'était encore pas au niveau de l'accessibilité telle qu'on l'attendait aujourd'hui. C'est pour ça que mon premier slide représente toutes les associations qui ont accepté dès l'origine de réfléchir avec nous et de relever cette ambition d'accueillir les spectateurs, quels qu'ils soient, avec ou sans handicap, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, dès le début, on a réfléchi à ce projet-là et on s'est dit que c'était très dommage de limiter le projet avec des lieux aussi emblématique que représente aujourd'hui la ville de Paris, et je pense au Grand Palais, je vais penser également à Porte de Versailles, Paris Sud, à Roland-Garros, de limiter finalement l'accès à tous nos sites majestueux, simplement pour des problématiques d'accessibilité, et autant travailler tous ensemble pour les améliorer. Voilà, donc dès le début de notre projet, on a voulu travailler tous ensemble et pouvoir rendre maximum accessible pour que les gens vivent une belle expérience. On s'est posé la question de savoir finalement le spectateur. Le spectateur, d'abord, il doit acheter les billets, vouloir avoir envie de venir. Donc déjà, on a un site billetterie qui est accessible. Et pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques, en situation de handicap, on pouvait dès le premier jour acheter son billet tout de suite sur le site avec celui de son accompagnant. Donc ça, c'était une vraie volonté, qu'on n'attende pas, comme c'est souvent le cas, ou qu'on doive demander sur place comment avoir son billet, mais en tout cas que ce soit accessible dès le début à tout le monde. Et puis on s'est posé la question à chaque fois, je suis chez moi, j'ai acheté un billet, comment maintenant on va accompagner les gens qui en ont besoin pour arriver au stade, pour vivre l'expérience sur site, puis ensuite envisager de rentrer chez soi. Voilà un peu toute la démarche qu'on a menée pour être sûr que tous les services qu'on met en place, que ce soit grâce à la ville de Paris, que ce soit grâce à Paris 2024 dans le stade, mais également grâce à tous les opérateurs de transport, qu'il y a un vrai lien entre toutes ces personnes qui se parlent et qui trouvent des solutions pour améliorer l'expérience des spectateurs en situation de handicap. On va avancer un petit peu. Donc concrètement, on a parlé rapidement des transports, on a parlé des mesures d'accompagnement sur le 15e arrondissement, et je vous explique un petit peu, il y aura donc bien des navettes accessibles à tout spectateur qui détient un billet pour les personnes en fauteuil roulant, qui partiront des 8 grandes gares de Paris pour aller sur les sites de compétition. Mais ce n'est pas une seule solution pour se transformer, c'est une forme de PAM, mais réservée aux détenteurs de billets, et c'est en plus de service PAM, c'est un service dédié, pendant les Jeux olympiques, puis ensuite pendant les Jeux paralympiques. Et la personne, elle peut être accompagnée d'une personne et de toute sa famille, c'est-à-dire que s'il y a des enfants mineurs, les enfants mineurs peuvent venir avec. Ça, c'est important. Il n'y a pas que ce mode de transport, donc ça, ce sera au prix d'un billet de transport public, donc c'est 4 €, pareil pour l'accompagnant. Et puis il y a également la possibilité de venir avec son propre véhicule, pareil, réservé pour les personnes en situation de handicap. On n'est pas... Soit on se fait déposer à proximité du site, il y aura une zone de pause et de dépose, soit on se fait déposer par un taxi, soit on se fait déposer par un VTC. Et du coup, la particularité de ce dispositif, c'est que ces véhicules-là vont pouvoir rentrer dans la fameuse zone rouge pour permettre aux gens en situation de handicap d'être à peu près à moins de 500 mètres de la porte. Ça, c'est important. Et puis effectivement, il y a aussi le véhicule personnel. Là, c'est pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, parce qu'on est limité en termes de place, en fauteuil roulant électrique par exemple, et qu'elles puissent venir et elles pourront se stationner à proximité du site, bien sûr dans la limite des places disponibles. Alors, on n'a pas de système de réservation, c'est finalement selon les places disponibles, et la personne pourra laisser son véhicule sur place pendant qu'elle vit l'expérience des Jeux. Une fois que ces 3 façons, je prends un petit moment après pour les questions si vous êtes d'accord. Une fois qu'on est dans le stade, il y a une personne qui va être là pour vous accompagner si vous en avez besoin, en partant de ces fameuses zones dont je vous ai parlé, et qui va vous emmener jusqu'à la zone d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Là, sur place, vous trouverez soit un prêt de fauteuil roulant, pour vous emmener jusqu'à votre stade si vous êtes comme moi avec des difficultés pour marcher, soit un accompagnement jusqu'à sa place pour des personnes qui ont un handicap visuel ou même tout besoin spécifique. Il y a également une BIM, boucle d'induction magnétique présente. Il y aura également une zone d'aisance canine pour les déjections des chiens,
que les chiens puissent boire et puis du coup faire leurs besoins si besoin. Voilà. Et chaque porte sera disposée d'un coupe-fil. Ce n'est pas la porte 42Z à l'autre bout du Stade de France qui vous permettra de rentrer, mais c'est bien chacune des portes permet à une personne avec un handicap de passer sans faire la queue. Voilà, pour que ça fluidifie l'attente. Et puis à l'intérieur des stades, il y a différentes formes de places. Il y a des places en fauteuil roulant et puis des places pour les personnes en situation de handicap où on est plus proche des sorties ou des zones, bien entendu, pour aller boire quelque chose. Et il y aura des kiosques rabaissés conformément à la réglementation et effectivement des files prioritaires à toutes les boutiques. Et on s'attelle beaucoup aussi à la verticalisation de ce qu'on appelle chez nous de la zone de vente, où si vous voulez une bouteille de coca, elle n'est pas tout en haut toute seule, mais on a bien tout le coca en ligne verticale à droite, suivi de tout le Sprite et ainsi de suite sur tous les produits. Voilà un exemple très concret. Je ne dis pas qu'on sera parfait à 100%. Vous l'avez dit, on organise en parallèle 39 championnats du monde. Donc forcément, à des moments donnés, on aura peut-être des difficultés ou des besoins d'amélioration, mais on sera là pour réagir vite. Dès qu'il y aura une remontée ou une difficulté, on essaiera dès le lendemain de solutionner la problématique tant que possible, bien entendu. On peut avancer, je pense que j'ai rien oublié. On forme toujours, on forme toutes les personnes, donc on a créé une formation, en plus qui restera en héritage, qu'on donne accessible à tout le monde. On a créé, alors formation c'est un petit peu fort, une sensibilisation pour savoir finalement comment on accueille correctement une personne en situation de handicap. Cette formation, elle a des bases très concrètes. On parle à la personne, on ne parle pas à son accompagnant. On se présente en arrivant. On ne touche pas un fauteuil roulant. On ne touche pas une canne blanche. C'est une extension de la personne. Et ainsi de suite. Voilà, pour être concrètement dans l'accueil et le respect de la personne qui vient vivre une expérience dans le stade. C'était important pour nous. Donc l'intégralité de nos volontaires, de notre staff, de tous ceux qui travaillent autour de nous, on essaye qu'ils puissent faire cette formation, cette sensibilisation. Et bien entendu, le personnel qui sera là pour accompagner les gens en situation de handicap jusqu'à leur place bénéficieront également d'une autre sensibilisation pour être sûr que ces bases-là, elles soient bien acquises et mises en œuvre. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus concret, réel et accueillant que possible. On va avancer. Et là, je vous ai mis quelques photos. Donc là, j'ai mis des photos d'exemples très concrets. C'est des photos de cet été. Il y a eu du paratriathlon et du triathlon au pont Alexandre III. Il y a eu également des épreuves de test où l'objectif, c'était au-delà bien sûr de la compétition qui s'est passée et des médailles qui ont été rapportées, surtout par nos Français. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi des gens, des groupes d'experts d'usage, donc des personnes soit du panel de la ville de Paris, soit de l'État, la direction interministérielle aux Jeux Olympiques, qui a mobilisé des associations qui sont venues concrètement sur le site faire le parcours spectateur, ou le parcours athlète, parce que quand on est athlète en situation de handicap pour les Jeux paralympiques, on a autant de besoins, et puis pour challenger ce qui ne marchait pas, ou au contraire pour féliciter ou montrer ce qui fonctionnait. Donc des exemples très concrets que j'ai mis en photo. Un exemple, c'est ce qu'on appelle les toilettes totalement accessibles, parce que concrètement, les toilettes temporaires qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, pour nous, ils ne sont pas accessibles, on ne peut pas faire demi-tour dedans. Moi, je suis incapable avec mon fauteuil, parce que de temps en temps, je suis en fauteuil électrique, de faire demi-tour dedans et de fermer la porte, du coup. Et c'est pour ça que les gens en situation de handicap, des fois, n'arrivent pas à fermer à clé. Donc ça, c'est pas normal. Donc on a un certain nombre de toilettes complètement accessibles où on peut faire demi-tour dedans en fauteuil, qui seront mis en place temporairement. Et puis, on essaye de bannir ce que j'appelle les yellow jackets, c'est-à-dire les franchissements de câbles jaunes, que nous, on considère non accessibles, parce que les petits trous des fauteuils à l'avant bloquent sur ce passe-câble. Donc pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc soit on arrive à passer le câble au-dessus, ce qui est la meilleure règle, mais quand on n'a pas de possibilité de le faire, on adoucit la pente avec une protection du câble supplémentaire pour que les gens ne butent pas et ne demandent pas de l'aide, qu'ils puissent être autonomes. Voilà. Donc notre démarche, ça a été vraiment de favoriser l'autonomie de la personne, qu'on n'ait pas besoin de demander d'aide, qu'on puisse se débrouiller tout seul, qu'on puisse garantir aussi l'inclusion, on ne sépare pas les familles, ça c'est important. Et puis le dernier point, c'est la dignité. Un exemple très concret, on ne porte pas, on ne propose pas à une personne de la porter pour l'aider à passer, il faut qu'elle puisse passer avec son fauteuil là où elle a besoin d'aller. Voilà un petit peu nos grands principes qu'on s'est donnés pour l'organisation de ces jeux, avec des photos. Je crois que j'ai encore un peu de photos. Je voulais vous faire rêver, je vous ai mis des photos du village. Vous savez, on organise les Jeux Olympiques et Paralympiques avec un village qui aura lieu dans le haut de la Seine-Saint-Denis. Et puis concrètement, l'ensemble des chambres qui ont été créées pour ces Jeux sont accessibles. C'est un message fort parce qu'on ne voulait pas que les gens, pendant les Jeux Paralympiques, ils doivent choisir leur binôme de chambre parce que la chambre est plus accessible qu'une autre. Ça, c'est très important pour que les athlètes soient bien. Et puis, c'est important en héritage
parce que ça va permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est qu'un appartement accessible. Alors c'est très concret, on va toujours parler de la douche où on a 0 centimètre entre le carrelage et puis le bac à douche, mais on va aussi parler du sèche-serviette qui est à la bonne hauteur pour qu'on puisse le régler sans se baisser, ou des prises qui sont à plus de 45 cm de haut pour qu'on n'ait pas à tomber en avant si on veut brancher son téléphone portable. Voilà, c'est des choses qui paraissent des détails, mais aujourd'hui l'accessibilité, ça se cache dans les détails. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à garantir une pleine expérience pour tout le monde. Donc ça laissera aussi un bel héritage sur ce sujet-là. Voilà, je crois que je vous ai brossé un panel un peu large de tout ça. Merci en tout cas pour ces mesures extrêmement pertinentes qui permettront un bon accueil des personnes en situation de handicap aussi bien que des athlètes d'ailleurs, en souhaitant qu'on puisse aussi reproduire tout ça en ville, finalement, pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est un rêve également que nous faisons. Et maintenant vont s'exprimer Madame Blanchard et Monsieur Mathieu. Alors, Madame Blanchard est chef de projet information et mobilisation des acteurs économiques et Pascal Mathieu est responsable d'intégration paralympique et de l'inclusion des personnes handicapées à la délégation générale des Jeux olympiques et paralympiques et grands événements de la ville de Paris. Voilà. Ça fait un peu long sur la carte de visite, mais oui, c'est ça. Voilà. Bonjour à tous, merci Monsieur le maire, merci Madame la maire adjointe, merci Madame la maire de votre invitation. On est ravis d'être présents ce soir. Donc effectivement, comme il vous a été présenté, je suis en charge de l'information au sein de la délégation des Jeux Olympiques. Beaucoup d'informations vous ont déjà été données, donc je ne vais pas répéter tout ce qui vous a été dit, mais effectivement l'objectif de la ville, c'est d'accueillir au mieux cet événement extraordinaire qu'on s'apprête à vivre, avec beaucoup de visiteurs qui sont attendus, près de 16 millions. Et parmi ces visiteurs, 75% d'entre eux ne seront pas munis de billets. Donc il y a bien entendu les sites olympiques qui vont pouvoir accueillir toutes ces compétitions, mais aussi donc des fan zones dans chaque arrondissement qui pourront... vous pouvez me montrer peut-être la slide numéro 2. Donc oui, des sites de festivités qui vont être implantés dans chaque mairie d'arrondissement, et l'objectif est bien de pouvoir accueillir toutes et tous sur ces lieux et que la ville soit une fête pendant toute la durée des Jeux. Donc Pascal pourra l'expliquer mieux que moi, mais l'idée c'est que ces sites soient tous accessibles, et donc ici dans le 15e arrondissement, vous avez la chance d'avoir donc le parvis de la mairie qui pourra avoir des festivités tout au long des Jeux. Bien entendu, pour que tout cela puisse se dérouler dans les meilleures conditions, la préfecture de police a mis en place des périmètres de sécurité qui vous ont été présentés lundi en réunion publique. Donc là, l'objectif, c'est pas de vous répéter tout ça, mais en revanche, mon rôle ici est peut-être de vous donner un petit peu toutes les clés et tous les outils qui vont vous être mis à disposition pour avoir toutes les informations possibles et comprendre un petit peu, vous préparer au mieux votre quotidien en amont des Jeux pour que tous puissent profiter de cet événement. Donc peut-être vous pouvez dérouler le... Donc, je vais pas commenter cette carte qui vous est projetée ici, mais plutôt vous donner les outils où vous pourrez trouver tous ces éléments. Effectivement, vous pouvez le voir sur cette carte, la préfecture de police a mis en place des périmètres de sécurité qui vous ont été présentés en début de séance. L'objectif est bien sûr de pouvoir un petit peu réglementer l'accès à ces périmètres. Et pour cela, nous, ville, nous souhaitons vous accompagner pour pouvoir donner toute l'information nécessaire à l'accès de ces périmètres. Donc on a mis en place plusieurs outils. Alors peut-être que vous pouvez dérouler jusqu'au bout, quasi l'avant-dernière slide. Non, au-dessus. Voilà. Donc on a un site internet, paris.fr, sur lequel on a mis plusieurs articles dédiés aux Jeux, donc aussi bien sur ce qui va se dérouler, les activités, les festivités, mais aussi des articles dédiés à l'explication de ces périmètres. Donc j'ai mis ici le lien qui pourra vous être envoyé suite à la présentation, qui permet d'expliquer un petit peu tous ces périmètres, comment ça se passe, qui peut accéder à ces périmètres, comment, et quels justificatifs nécessaires seront potentiellement nécessaires.
Vous avez également une foire à questions. L'objectif, ça a été de répondre à un maximum de questions qui ont été aussi travaillées avec certaines associations, savoir finalement si je suis un professionnel, si je suis un particulier, de quelle manière je me déplace, comment je vais pouvoir accéder à ces périmètres. Donc on vous a mis tout ça en ligne sur le site de paris.fr. On a également déployé un outil qui s'appelle Paris Info Jeux, qui se présente comme une newsletter. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous envoyer de l'info personnalisée tout au long des jeux. Donc quand vous vous inscrivez sur la plateforme, donc Paris Info Jeux, si vous allez sur Internet, vous tapez Paris Info Jeux, ça vous renvoie vers le site de la ville de Paris. Vous pouvez vous inscrire et donc là, vous personnalisez un petit peu les éléments que vous souhaitez recevoir. Est-ce que vous êtes particulier, professionnel? Est-ce que vous souhaitez avoir des informations sur les livraisons, sur les conditions d'accès à des sites, sur les festivités qui vont avoir lieu et sur quelle localisation? Est-ce que vous souhaitez avoir ces informations sur l'ensemble de Paris, sur votre quartier prioritairement? Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous envoyer ces informations en amont des jeux et surtout pendant les jeux, si voilà, il y a de l'information instantanée qui pourra vous être transmise en Games Time. Donc voilà pour les outils, que je n'oublie rien. Donc il y a également une ligne téléphonique, le 3975, avec une entrée dédiée au jeu. Donc l'idée là aussi, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions. Les téléconseillers sont formés à toutes les questions qui peuvent être présentes sur le site, mais aussi en parallèle. Donc n'hésitez pas à les appeler. Et en parallèle de tout ça, il y a effectivement donc des réunions publiques qui sont organisées. Donc il y en a une dans votre arrondissement qui a eu lieu en lundi dernier. Et comme vous le disiez, monsieur le maire, donc en mai prochain, sans doute une autre réunion publique aura lieu. Donc on essaye au maximum de pouvoir vous accompagner et répondre à toutes vos questions. On n'est pas seul pour cela. Il y a effectivement Paris 2024 qui déploie aussi des outils d'information. Donc si vous avez besoin d'informations dédiées à l'organisation des compétitions, aux différentes courses sur route qui vont avoir lieu, etc., n'hésitez pas aussi à vous rendre sur leur lieu, sur leur site. Et ils ont également une adresse mail qui s'appelle... excusez-moi, j'ai oublié le help2024.org qui permet de répondre à toutes vos questions. Et enfin, dernier outil d'information, et peut-être vous en avez vu la promotion depuis lundi dans les rues, c'est l'outil du gouvernement Anticiper les Jeux, qui vise à vous accompagner au mieux pour anticiper vos déplacements en amont des jeux. Donc c'est un site internet où vous rentrez vos modes de déplacement. Ils permettent d'anticiper au mieux en fonction des heures d'activation des sites, en fonction des heures d'activation des périmètres de sécurité, et pour pouvoir anticiper au mieux. Voilà un petit peu tous les outils que je voulais vous transmettre. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On reste à votre disposition. Et puis, je laisse la main à Pascal qui pourra aussi compléter tous mes propos. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, monsieur le maire, madame la maire également. Et pour vous simplement, avec tous les éléments qui viennent de vous être donnés, tant par Ludivine et aussi par Marie, on connaît maintenant les règles un peu ou les contraintes qui peuvent se poser à nous quand on habille, quand on travaille dans ces environnements-là, dans ce quartier. Maintenant, l'idée de vous donner toutes ces informations-là, suffisamment en amont, c'est aussi pour vous permettre de pouvoir profiter des jeux. Ce n'est pas seulement des contraintes, les jeux, c'est aussi une chance de pouvoir vivre les jeux, alors soit parce qu'on a un billet, et peut-être que vous en aurez, et je vous le souhaite, et aussi dans les sites de festivités de proximité, donc ici donc sur le 15e ou au niveau de l'hôtel de ville, de pouvoir profiter de tout cela. Et comment on peut profiter de tout cela quand on est aussi en situation de handicap? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Ludivine, tant dans les sites de compétition qu'au niveau des sites de festivités, eh ben, on a travaillé avec des associations déjà depuis 2 ans pour nous aider, pour qu'on progresse sur les questions d'accessibilité, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle, de barrière à votre participation, et ça, quels que soient vos besoins.
Donc, effectivement, on sera dans l'espace public. Donc, il y a forcément des choses sur lesquelles on saura bien évidemment limiter. Il y a des endroits, impossible, nul détenu, comme l'exemple qui était donné par Madame la maire tout à l'heure sur la butte Montmartre. Là, on ne pourra jamais baisser Montmartre de 50 mètres. Donc, il s'agira pour nous de tenir compte, bien évidemment, des contraintes qui sont posées par l'espace public pour essayer au maximum de vous permettre de participer à la fête. Donc voilà, ça c'était pour répondre à une de vos questions. Donc l'accès privilégié qui était demandé, en fait, c'est justement d'essayer à ce que vous n'ayez pas déjà d'empêchement pour pouvoir venir sur les sites de festivités, de pouvoir profiter comme les autres. Voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Il n'y aura pas non plus de limite ni de billets pour entrer dans les sites de festivités. La fan zone dont vous avez parlé, c'est donc une entrée qui sera libre et à vous bien évidemment de pouvoir profiter de telle ou telle animation sur un programme qui sera là aussi, comme tout à l'heure le disait Marie, présenté sur le site de paris.fr ou bien évidemment dans les éléments d'information de la mairie d'arrondissement sur le programme des animations qui seront données sur cet arrondissement. Voilà, je voulais répondre aussi à une autre question qui a été posée sur mais comment je fais pour venir jusqu'à l'établissement, jusqu'à l'Arche, jusqu'à l'ESAT pendant les Jeux. En fait, vous allez pouvoir circuler à partir du moment où vous habitez, vous travaillez dans la zone. Vous allez avoir un justificatif. On va vous indiquer bien évidemment sur les sites comment et quel justificatif vous aurez besoin. Les forces de l'ordre, la police va vous les demander pour pouvoir rentrer dans ces périmètres, mais vous pourrez le faire. Vous aurez même accès, parce que bien évidemment il y aura beaucoup de monde, on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de monde pendant les Jeux. Néanmoins, et donc dans les transports en commun, il va y avoir beaucoup de monde aussi. Néanmoins, pour les transports collectif de personnes en situation de handicap, donc aussi pour le PAM, mais aussi pour les minibus de l'Arche, eh bien, vous allez pouvoir emprunter les mêmes voies que les athlètes et les parathlètes pendant les Jeux. Les voies réservées qu'ils vont pouvoir emprunter pour aller plus vite et surtout pas avoir de bouchons pour aller sur les sites de compétition et d'entraînement, vous aurez le droit aussi d'emprunter ces voies-là, avec le minibus ou avec le PAM. Non, je vous entends. Non, puisque vous aurez les justificatifs. Dès lors, à partir du moment où vous êtes dans le minibus de l'Arche, donc vous êtes dans le PAM, vous aurez le droit d'utiliser ces voies-là. Pendant les Jeux. Après, on verra. Il y a beaucoup de questions techniques, mais après, on verra. Il y a une question. Alors, merci. Il y avait aussi une question, je ne sais pas qui peut y répondre, pour accueillir des sportifs paralympiques dans vos institutions. Ça, c'est une idée intéressante d'ailleurs. Bah oui. Alors, je peux... Ludivine ? Alors voilà, c'est vrai que la première réponse que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il reste encore beaucoup de billets pour les Jeux paralympiques. N'hésitez pas, ils sont au prix de 15 €. Voilà, donc ça permet, j'ai envie de dire, c'est l'équivalent d'une place de cinéma. En plus, il y a des passes découvertes où quand vous allez sur, je l'appelle Porte de Versailles, le site de l'Arena Paris Sud, Porte de Versailles, vous pouvez aller voir 3 sports différents, 3 parasports différents pour 24 € et vous pouvez y rester toute la journée. Voilà. Parce que les athlètes olympiques comme paralympiques, avant les Jeux, là, ils sont en train de se préparer. Et maintenant, ils sont beaucoup moins disponibles qu'avant parce qu'ils sont obligés de se concentrer sur la dernière ligne droite de leurs entraînements. C'est plus les anciens athlètes comme moi qui ont plus de temps. Sous couvert. Ouais, mais effectivement, c'est vrai que cette année, 2024, maintenant, les athlètes sont plus centrés sur leurs entraînements. On essaye quand même de donner un peu de visibilité dans le cadre aussi des écoles et pourquoi pas des établissements. Quand les compétitions seront terminées pour eux, on a un dispositif qui s'appelle les mini-clubs et ma classe au jeu qui permet en fait d'aider des athlètes qui ont terminé leur course à pourquoi pas aller dans les écoles et voir les établissements. Mais on a beaucoup plus de demandes que d'athlètes disponibles. Voilà, c'est important à le savoir. Donc, vaut mieux venir les applaudir dans les stades ou les suivre dans les fan zones sur grand écran. C'est bon. Merci. Oui. Oui, et en complément, effectivement, tous les athlètes qui se préparent pour les Jeux n'auront pas forcément la chance de pouvoir se qualifier pour les Jeux.
Et il y a malheureusement pour eux, et donc il y a aussi beaucoup d'athlètes et de parathlètes à Paris. Certains sont suivis et aidés par la ville de Paris. Et donc on leur soufflera l'idée, bien évidemment, qu'ils viennent à la rencontre des publics parisiens, notamment dans les sites de festivités, de proximité, à l'hôtel de ville, sur bien évidemment un programme et donc des temps où on vous l'indiquera bien évidemment sur les informations sur Internet. Maintenant, si vous souhaitez avoir des coordonnées, vous pouvez les avoir, les contacter directement par les réseaux sociaux. Donc, il y a moyen pour pouvoir prendre contact avec eux directement et les suivre. Ça leur fera plaisir d'avoir des petits messages d'encouragement. Et en plus de ça, de recevoir une invitation de votre part pour, pourquoi pas, venir manger avec vous à midi. Ils vous répondront. Moi, je ne peux pas répondre à leur place, mais effectivement, comme l'a dit Ludivine, ils sont très, très concentrés. C'est pas rien. Les Jeux paralympiques, déjà, c'est une très grosse compétition, mais en plus, ça, à la maison, en France, c'est un très gros enjeu pour eux. Alors, vous allez pouvoir poser des questions. Malheureusement, pas à moi, parce que je dois partir, comme je disais à Madame Arach, pour une autre manifestation, puisque je rejoins en fait les blessés de guerre de l'armée. Il y a ce soir caritatif avec des personnes aussi, dont pas mal sont en situation de handicap, avoir été blessés dans des opérations de guerre. Donc je dois les rejoindre et je vous laisse en bonne compagnie, de toute façon, avec Madame Arach et puis avec mon adjointe Louisa Ferrat, et puis aussi tous ceux qui sont ici présents pour répondre à vos questions, espérant vous retrouver à différentes occasions, que ce soit sur le parvis pour un certain nombre d'animations, olympiques et paralympiques, le off par rapport au on, et puis aussi peut-être sur les sites des Jeux, et puis à la réunion qu'on organisera au mois de mai également, où on pourra préciser. Mais quand on regarde la foire aux questions qu'on a évoquée tout à l'heure, et puis les informations qui sont données concernant les personnes en situation de handicap, vraiment, et je vais tout à fait dans le sens que vous indiquez, tout a été fait pour faciliter vraiment l'accès, la présence des personnes en situation de handicap sur ces Jeux olympiques. Je crois que c'est la première fois qu'on fait autant d'ailleurs pour des Jeux olympiques, et bon, moi je suis assez confiant. Maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique. C'est juste le petit sujet, c'est juste le petit sujet qu'on retrouve dans tous les domaines d'ailleurs. Enfin bon, on a confiance. Merci et puis à bientôt. Vous pouvez poser une question. Je pense qu'il y a peut-être un micro qui circule. Non ? Allez. Bonjour, moi j'ai une question pour Madame Munoz. J'ai pas très bien compris si les conditions d'accès privilégiées au site étaient uniquement pour les personnes en fauteuil ou pour toutes les personnes en situation de handicap. Je pense notamment aux enfants puisque je suis concernée. Donc, alors, ce qui est uniquement pour les personnes en fauteuil en roulant, c'est la fameuse navette qui départ des 8 grandes gares pour aller sur les sites, et également le stationnement privilégié de leur propre véhicule. Par contre, l'accès de pause et de dépose par un taxi, par un VTC ou par son propre véhicule, si quelqu'un vous accompagne, ça c'est pour toute forme de handicap. Voilà. Notre démarche, c'est comme on savait qu'on n'avait pas assez de place pour stationner les véhicules de toute personne en situation de handicap, on a vraiment privilégié les gens qui ne pouvaient pas du tout descendre dans le métro ou pas du tout descendre dans le type de transport. Voyez, parce que des fois, on le sait, quand un bus est complètement plein ou que la rampe, si le trottoir est mal positionné, on est coincé. Donc on a vraiment privilégié les gens qui ne pourraient pas. Même si on a bien conscience qu'une personne qui a une canne blanche qui descend dans le métro alors qu'il y a du monde, il vaut mieux qu'elle anticipe beaucoup parce que c'est compliqué. Moi, quand je rentre des fois de l'Arène à Bercy, après une soirée, j'avoue, c'est compliqué. Mais voilà, mais j'attends. Ce que je fais, c'est que la RATP, souvent, elle m'accompagne jusqu'au métro. Je demande de l'aide à l'entrée et ils m'accompagnent avec quelqu'un jusqu'au métro et ça leur permet de me faire de la place pour que je puisse me faufiler. Voilà où j'attends. Je prends patience. Mais oui, l'accès privilégié et l'accès des coupe-fils, c'est pour toute forme de handicap. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Anaïs, monitrice éducatrice au foyer d'accueil médicalisé Romain Jacob. J'avais plus une proposition à faire par rapport à ce qui a été dit. J'ai bien retenu que vous formez tout le monde à accueillir les personnes en situation de handicap aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas justement les former aussi à venir visiter les établissements qui sont auprès
et être vraiment dans du concret, dans du réel, parce que peut-être si j'ai mal compris, ce sont des personnes qui forment aujourd'hui, mais venir nous rencontrer en tant qu'établissement pour connaître aussi et pour avoir des échanges. Peut-être que la temporalité n'y est pas, mais en tout cas, c'est une proposition. Commence. Merci. Les volontaires pour les jeux qui vont être, oui, effectivement, les volontaires pour les jeux qui vont beaucoup apporter d'aide aux spectateurs, mais pour les spectateurs, mais aussi pour les visiteurs qui seront aussi sur les sites de festivités. Seront formés, sensibilisés. Il faut savoir qu'entre les volontaires de la ville de Paris et les volontaires du comité d'organisation, parce qu'ils ne seront pas dans les mêmes endroits, c'est à peu près 50 000 personnes. 50 000 personnes, donc on a organisé avec des outils qui nous permettent de pouvoir former toutes ces personnes-là sur plein de sujets, pas seulement sur la question de l'accessibilité et puis du handicap, mais aussi sur la question touristique, comment orienter les personnes, etc. Donc c'est un programme qui doit être à la fois très divers, mais aussi très court, parce que ce sont des volontaires, parce qu'ils font ça sur leur temps libre. Et ce n'est pas les professionnels. Et donc, on doit essayer justement de faire le bon compromis entre à la fois leur apporter beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, mais en même temps ménager leur investissement et leur engagement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que parmi ces volontaires, sur 5300 volontaires à la ville de Paris, on en aura 200 à 300 qui seront spécialement dédiés à l'accueil, l'orientation et l'assistance aux personnes en situation de handicap sur l'approche des sites et dans les sites de festivités. Sur cela, on va aller un petit peu plus loin dans la formation. Et donc, par contre, cette formation, donc on va bien évidemment, avec la formation, ils seront au contact de personnes en situation de handicap pendant cette formation, et c'est ces personnes-là qui leur donneront des conseils sur les cas d'usage. Par contre, on n'aura pas le temps, ils n'auront pas le temps de venir dans les établissements. C'est plutôt les personnes en situation de handicap qui nous aident pour améliorer l'accessibilité, qui vont venir les former pour justement mieux accompagner les personnes qui ont des besoins spécifiques pendant les Jeux. Ludivine ? Oh. Merci beaucoup, merci monsieur. Je rebondis, si je peux utiliser cette expression, je ne suis pas athlète, sur les volontaires. L'association des Papillons Blancs de Paris a fait une proposition d'une vingtaine de volontaires en situation de handicap, puisque c'était ouvert aussi aux personnes en situation de handicap. Alors l'Arche a eu des réponses. Moi, on m'a dit de patienter janvier-février. Juste, je rappelle qu'on est le 8 et que j'ai toujours aucune nouvelle. Est-ce que vous pouvez m'en donner ? Merci, monsieur. Alors, je ne suis pas parmi l'équipe qui fait partie du programme volontaire. Néanmoins, nous accompagnons cette équipe du programme volontaire. C'est avec nous, et notamment Julie, qui est ici, qui est en lien avec... on travaille tous les deux sur les questions de l'accessibilité et de l'inclusion. Donc, on accompagne nos collègues qui travaillent sur le programme volontaire pour l'inclusion de personnes en situation de handicap au sein du programme volontaire. Il y a eu effectivement des problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de pouvoir faire des accusés-réceptions sur les candidatures qui ont été données. Et d'ailleurs, merci pour vos candidatures. Néanmoins, toutes les candidatures, et c'est ce qu'on a dit à chaque fois qu'on nous a sollicités, ont été bien notées. Et donc, là, nos collègues vont pouvoir vous répondre, mais ce n'est pas seulement vous répondre pour vous dire « Ok, d'accord, votre candidature, elle a été acceptée », c'est aussi de vous dire, à partir du mois de mars, vous dire « Bon, voilà les périodes sur lesquelles on souhaiterait que vous puissiez vous mobiliser, et aussi sur quel site ». Parce qu'avec Julie, on va travailler, ce n'est pas seulement sur la question on va vous affecter, mais c'est aussi au regard de chaque base opérationnelle, chaque site, les spécificités de chaque site, et bien évidemment des personnes qui ont des besoins spécifiques, de pouvoir les mettre au bon endroit en fonction des caractéristiques de ces sites. Et aussi d'adapter les missions. Donc il va y avoir un petit temps de travail, en plus du temps de réponse, désolé encore une fois pour ce temps de réponse, mais aussi il y aura un petit temps de travail et d'échange entre nous pour adapter les missions. Le cadre de mission, le temps de la mission, et puis et où vous pourrez être affecté pour pouvoir être volontaire.
En tout cas, on avait un objectif sur les 5300 d'avoir environ 200 à 300 personnes en situation de handicap au sein de ce programme, ce qui est une première. Et c'est un défi aussi. Mais c'est un défi, c'est pas seulement pour pouvoir faire des chiffres en fait, et puis pouvoir le dire et puis s'enorgueillir de cela. C'est surtout pour nous, c'est une manière, c'est une opportunité bien évidemment pour les personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir participer à ce défi d'accueillir et de participer au jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est bien pour chacun d'eux. Mais c'est aussi pour nous de faire avancer, c'est que chacune de ces personnes qui seront dans ce programme volontaire sera aussi aux côtés d'autres volontaires. Et ce sera une manière aussi de montrer que les personnes en situation de handicap peuvent avoir un rôle dans un défi comme celui-ci, qui est un défi majeur pour une société comme la nôtre. Et donc voilà, et tout ça en le disant, comme tout à l'heure Monsieur le maire l'a dit, il faut passer de la théorie à la pratique. Et donc la pratique pour nous, c'est maintenant de prendre chaque fiche de poste, chaque mission, et puis de voir en fonction des personnes qui ont candidaté, où est-ce qu'on va pouvoir la mettre pour pas qu'elle soit en difficulté, au contraire pour qu'elle se sente bien, que son expérience à elle, elle soit bonne. Merci pour tous ces développements et qui font preuve d'avancées assez extraordinaires. Je suis président d'un service d'aide à domicile spécialisé dans les personnes âgées en perte d'autonomie et les handicapés, Pandéo. Et je suis enchanté de ce que j'entends et je voudrais alerter dans le cadre des missions qui vont concerner les volontaires sur le fait de sensibiliser à des gens qui sont à la frontière. Ce sont les personnes en perte d'autonomie qui n'ont pas de carte de handicap. 700 000 seniors en France sont en très sérieuse perte d'autonomie qui n'est pas classée handicapée. Ils ne le souhaitent pas d'ailleurs et qui veulent participer aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de dispositif précis qui est prévu pour ça. Ça relève, à mon sens, d'une sensibilisation sur ces personnes qui font partie de la frontière. C'est ma première réflexion. Donc, ça serait intéressant d'avoir un échange avec les services d'aide à domicile qui sont sous la tutelle de la ville, du département de Paris, etc. Ça peut être des relais considérables. Je vous le dis parce que, voilà, par exemple, moi j'ai plusieurs dizaines de salariés en temps plein, avec des personnes âgées 84 ans de moyenne d'âge, vous voyez, 200 personnes du 15e. Hein, voilà. Alors, la deuxième réflexion, c'est qu'il y a une loi sur le vieillissement qui prévoit que les auxiliaires de vie, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des gens à domicile, attention, je parle de gens à domicile, bénéficient d'une carte professionnelle. Je pense que ça serait intéressant que la ville de Paris, qui organise les Jeux Olympiques, si elle m'écoute, la maire adjointe au handicap, ça serait intéressant qu'elle discute avec le gouvernement de façon à ce que cette carte soit disponible avant les Jeux Olympiques. Car elle permettrait de donner, si ces personnes accompagnent, elles ne vont pas nécessairement prendre un billet à tel ou tel, elle permettrait de donner une forme d'accessibilité aux dispositifs qui sont pour les handicapés. S'ils sont accompagnés par une personne auxiliaire de vie qui a une carte reconnue professionnelle, ça facilite peut-être l'identification. Voilà. Donc, c'est des suggestions, parce que je trouve qu'il y a un travail énorme qui est fait. Évidemment, j'en rajoute un peu à la boule de neige, mais je pense que les personnes âgées en perte d'autonomie méritent et vont sûrement être très intéressées par de l'accessibilité facilitée. Merci en tout cas pour votre remarque. Bien pris le point. Je ramènerai ça effectivement avec les équipes pour échanger. Il est entendu que quand on accueille 80 000 ou 60 000 personnes dans un stade, à un moment donné, pour les priorités, on est obligé, si besoin, de demander une carte. Sinon, effectivement, c'est plus une priorité. Ça, c'est le point important. Mais j'ai bien noté, parce qu'on n'est pas dans une démarche, et pensez bien que quand on a beaucoup parlé de zones rouges, mais les zones rouges, elles sont accessibles à pied. C'est-à-dire que la réglementation, les limitations d'accès qui sont ouvertes aux personnes en situation de handicap, c'est quand vous êtes motorisé. Donc, ce qui veut dire qu'à pied,
il n'y a pas de restriction de circulation. Ça, c'est important aussi de le dire, c'est qu'on n'empêche pas les gens de circuler dans ces zones. Ça, c'est important. Donc les personnes qui peuvent effectivement avoir des besoins de raccourcir leur distance de marche, elles peuvent circuler dans ces zones. Mais j'ai bien pris le point. Effectivement, aujourd'hui, on a pris une décision qui était en lien avec une carte pour pouvoir réguler la possibilité d'avoir des coupes-fils. Mais c'est bien noté, merci. Juste, peut-être pour compléter là-dessus, vous avez tout à fait raison, la question de la perte d'autonomie est une réalité de la société française, globalement et spécifiquement à Paris, où on a une proportion de personnes de plus en plus âgées qui est de plus en plus importante. Donc c'est pour ça qu'on travaille étroitement avec ma collègue Véronique Levieux, qui est en charge des seniors, sur... Oui, elle porte bien son nom, voilà, on lui fait régulièrement la blague. Mais elle s'appelle vraiment Véronique Levieux, elle s'occupe vraiment des seniors à Paris. Bref, ça ne s'invente pas. On travaille étroitement ensemble sur la question de l'adaptation en fait, de la ville. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand je disais l'accessibilité universelle, ça concerne tout un chacun à différents stades de la vie, parce qu'on peut être porteur de difficultés, que ce soit de façon temporaire à un moment dans sa vie, de façon plus pérenne, ou à un moment ou à un autre du fait du vieillissement, avec des difficultés de déplacement ou de perte d'autonomie. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'accessibilité universelle et pas uniquement de personnes en situation de handicap. Donc tout le travail qu'on fait sur les transformations de la ville et de l'espace public a vocation à dire comment est-ce qu'on transforme l'environnement pour le rendre adaptable et accessible au plus grand nombre de personnes. Donc voilà, sur la question des cartes professionnelles, il me semble quand même, mais je parle sous le contrôle de Pascal, à partir du moment où vous êtes accompagné d'un aidant, il ne me semble pas qu'il y ait besoin d'une carte professionnelle. Non, mais je vous le dis, je vais relayer le point et on posera la question, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Sur l'entrée dans les stades, enfin sur les sites, c'est pas tout à fait la même problématique. Mais dans l'espace public, pour le coup, si vous avez besoin d'être accompagné d'un aidant, vous l'êtes et il n'y a pas besoin de carte professionnelle. On prend encore quelques questions. Oui, parce que je vois le temps qui file. Je crois qu'il y a un monsieur aussi devant qui a levé la main. Et allez-y, madame, et ensuite monsieur devant. J'ai une question, c'est pour les auxiliaires des aveugles. La tarification des transports n'est pas très claire à la période des Jeux Olympiques. Pendant la période des Jeux Olympiques, la vie quotidienne continue et nous avons des bénévoles qui vont rejoindre des déficients visuels pour faire des missions. Ils ont à payer leur transport. On essaie les déficients visuels payent leur transport, mais j'aimerais avoir une clarification sur les tarifs pendant cette période. Que ce soit des tickets unitaires ou des passes Navigo. Alors là, c'est l'utilisatrice qui va parler. Alors moi, sous condition de ressources, pour moi, les personnes déficientes visuelles, elles ont accès à une carte d'un tarif amoindri. Et ensuite, l'accompagnant a le droit au billet gratuit. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est le bénévole se rend au domicile du déficient visuel pour faire une mission d'accompagnement au quotidien. Donc, normalement, cette mission, elle est gratuite puisque c'est un bénévole, mais lui, il doit payer son transport ou le déficient visuel doit lui payer son transport. Donc là, il n'y a pas de changement, en fait, dans le cadre de la régulation des transports, il n'y a pas de changement pendant les Jeux par rapport à la règle habituelle. C'est-à-dire que ce seront les mêmes tarifs que les tarifs habituels. Alors, les tarifs changent. Par contre, la règle qui s'applique aux personnes en situation de handicap et leur accompagnant ou la personne qui doit aller le rejoindre, il n'y a pas de changement. Voyez. Ça veut dire que si le tarif du ticket double, le bénévole, c'est bien ce que j'ai compris, le tarif va doubler ? Alors, ce n'est pas complètement doublé. Pascal me souffle à ma gauche que ça passe de 2,50 à 4 €. Ça veut dire qu'un bénévole, quand il devra aller faire une mission pendant sa vie... Par contre, j'ai juste pas compris. Le bénévole, à quoi ça change ? D'habitude, il paye bien son tarif pour rejoindre la personne. En fait, il va simplement... La mission va doubler. La mission va doubler de tarif, en fait. Elle va passer de 4 € à 8 € pour une mission qui, normalement, devrait être gratuite. Désolée, pour le coup, je m'excuse, je ne travaille pas dans le cadre des transports, mais oui. En fait, ce que je vous propose peut-être, parce que je vous avoue, je ne sais pas répondre à cette question, donc je vous propose qu'on prenne vos... Eh ben voilà, écoutez, très bien, donc on en discutera la semaine prochaine, et du coup, mon équipe qui est devant, on note le point, et on vous répond la semaine prochaine quand on se voit. Je vous propose qu'on prenne encore 3-4 questions, donc il y a monsieur devant.
D'abord, monsieur... Bon. Et ensuite, monsieur devant, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Oui, simplement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 95% de l'espace public qui serait accessible. Non, pas de l'espace public, des bâtiments publics. Des bâtiments publics. Bâtiments municipaux, par ailleurs. Ah, municipaux, d'accord, ok. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter justement des Jeux paralympiques pour donner un coup de booster sur 3 domaines, c'est-à-dire la voirie, les chantiers et les commerces? Je m'explique. La voirie, est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser un peu plus les abaissements de trottoirs? Qu'on n'attende pas des années pour demander un abaissement de trottoir avec une oreille, par exemple, de généraliser ça. Et au moment de la traversée, qu'il n'y ait pas un potelet juste au milieu, parce que le fauteuil ne peut pas passer. L'autre chose, c'était les chantiers. Très souvent, les chantiers, le soir, une fois que les ouvriers sont partis, vous ne pouvez pas accéder. Le fauteuil ne peut pas, il n'y a pas de pont lourd, il n'y a pas de rampe d'accès. Donc, ma suggestion, c'est, quand vous avez sur la circulaire l'autorisation d'occupation, c'est bien marqué qu'il doit assurer en permanence un passage pour les piétons. Et quand vous regardez sur le CEREMA dit bien que dans piétons, il y a toutes sortes d'handicaps, y compris la mobilité réduite. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre entre parenthèses piétons, y compris fauteuil roulant? Parce que l'ouvrier ne sait pas forcément ce que c'est qu'un PMR. Et pour lui, piéton, c'est piéton, c'est pas fauteuil roulant. Et donc, souvent, les chantiers, le soir, ou même dans la journée, vous n'avez pas ça. Et la troisième chose, ce sont les commerces. Je sais que vous faites quelque chose pour les commerces, mais honnêtement, il y a beaucoup de commerces qui pourraient faire quelque chose. Juste une petite rampe de seuil. Je vais vous répondre. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai une réunion dans le 20e à 20h30. C'est à l'autre bout du monde par rapport à ici. Donc, je vais devoir incessamment sous peu vous quitter. Donc, je vais vous répondre. On va prendre ensuite la question de monsieur et ensuite, je serai obligée de vous quitter. J'en suis vraiment navrée. Sur les questions que vous évoquez, sur la voirie, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. S'il y a des chantiers absolument partout, c'est parce que Paris se transforme, pour le coup, notamment pour embarquer la question de l'accessibilité. Toutes les piétonisations qu'on fait, tous les abaissements de trottoirs, tous les quartiers accessibilité augmentée vont dans ce sens-là. Et justement, je l'ai dit, les Jeux ont été un accélérateur pour nous de nos investissements. 125 millions d'euros dédiés à l'accessibilité universelle dans le cadre de l'accélération des investissements de la mandature, donc dans les 3 années qui vont arriver. Et justement, on en a profité pour accélérer l'ensemble des travaux de mise en accessibilité des établissements municipaux, puisque c'est ce qui relève de notre compétence. Donc, typiquement, l'hôtel de région, ce n'est pas notre compétence. Un centre d'impôt, ce n'est pas notre compétence, ça, c'est l'État. Bon, ce n'est pas pour se défausser, mais bon, chacun agit dans son domaine spécifique. Donc, 95% des établissements municipaux seront accessibles d'ici à la fin de l'année 2025. Sur les chantiers, vous avez tout à fait raison. Je ne vous cache pas que je suis fort mécontente. On a un vrai problème de signalisation des chantiers, d'information aussi. Je disais tout à l'heure, il y a des choses à améliorer, c'est clair, c'est une évidence. Et notamment, la question de l'accessibilité pendant la réalisation des chantiers est un problème. Voilà, je le dis, nous n'avons pas à ce stade trouvé de solution, puisque souvent ce sont des chantiers réalisés par beaucoup de prestataires différents, de sous-traitants, avec énormément d'intervenants différents. La coordination est très complexe, et quand bien même il y a un cahier des charges ou voilà, des exigences qui sont posées, on sait qu'elles ne sont pas toujours respectées, et à moins de mettre un agent sur chaque chantier qui vérifie limite minute par minute que tout est bien respecté, c'est extrêmement difficile. Donc quand on a, s'il y a un sujet spécifique auquel vous pensez, n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées, à me faire un petit mail pour qu'on puisse regarder, mais malheureusement, oui, ça reste un point noir aujourd'hui de l'accessibilité dans le cadre des travaux. Sur les commerces, nous ne sommes pas compétents en la matière. En fait, c'est extrêmement compliqué. La ville de Paris a lancé un appel à projet avec une enveloppe de 100 000 euros pour la mise en accessibilité des commerces parisiens. Je sais que le 15e était concerné, le 14e, le 10e. Je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que je sais que les 3 maires d'arrondissement ont fait du porte-à-porte, leurs adjoints ont fait du porte-à-porte chez chaque commerce. Nous-mêmes, on l'a fait avec Louisa dans le quartier d'accessibilité augmentée du 15e. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. On essaie de les sensibiliser, mais l'appel à projet qu'on a lancé sur 100 000 euros, on a eu 3 répondants.
D'accord ? Donc voilà. Aujourd'hui, il y a un fonds de dotation de l'État qui a été lancé avec une enveloppe de 400 millions d'euros. Nous avons travaillé du coup avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat dans le cadre de l'amplification de l'information auprès des commerçants. Paris est aujourd'hui le département où il y a le plus de réponses à cet appel à projet en vue de la mise en accessibilité des commerces. Mais là aussi, c'est un chantier colossal sur lequel on n'avance pas assez vite à mon goût, ça c'est une évidence. Donc nous organisons en mars prochain, mais je vous relayerai l'information très vite, en mars prochain avec la CCI et la Chambre des métiers et de l'artisanat, des journées de l'accessibilité dans les salons de l'Hôtel de Ville. Mais je vous en dirai plus à ce moment-là, en espérant qu'on avance, mais c'est très compliqué. Allez-y, monsieur. Oui, merci. Je pense qu'on peut se réjouir réellement que l'accessibilité soit mise en lumière, enfin, au profit des JO pour être mise en lumière. En revanche, il est quand même... moi, je rencontre divers problèmes de déplacement depuis que je vis à Paris, ça fait une vingtaine d'années. L'augmentation des chantiers dont il était fait mention tout à l'heure ne facilite pas le quotidien. Mais au-delà de ça, et peut-être off-topic, mais la question que je me pose, c'est comment va-t-on survivre quand on ne va pas aux JO pendant cette période? On a vu que les JO étaient, les manifestations allaient être tout à fait accessibles, avec des bénévoles, avec des professionnels, très, très bien. Mais pour continuer à vivre une vie de quartier, quand on imagine le nombre de touristes, le nombre de monde qui vont emprunter nos rues, je me demande si des choses... Vous avez répondu, une partie de ma question par rapport aux zones accessibles à pied. Donc heureusement, je suis rassuré de voir que on ne va pas bloquer les piétons, mais c'est vrai que je m'inquiète un petit peu pour la continuité d'une vie sereine et parisienne, sereine, peut-être pas tout à fait de concert, mais bon, voilà. Oui, merci. J'entends votre interrogation. C'est ce que je disais en conclusion de mon propos tout à l'heure. Ces interrogations, elles sont légitimes. L'appréhension est tout à fait légitime. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, il y aura un impact sur les sites olympiques, paralympiques, les zones d'approche. Je laisserai peut-être Pascal compléter. Mais pour autant, tout est fait pour que le quotidien des Parisiennes et des Parisiens soit impacté le moins possible. On va accueillir plusieurs millions de visiteurs. Je pense que c'est aussi une grande chance pour Paris, c'est un honneur pour Paris, c'est aussi de la visibilité donnée à Paris à l'international et que c'est une opportunité unique sur un temps extrêmement circonscrit. Donc vous dire qu'il n'y aura aucun impact, non, c'est faux. En revanche, vous dire que nous sommes engagés, déterminés à limiter cet impact au maximum, ça c'est une évidence et c'est le travail qu'on fait quotidiennement. Le maire tout à l'heure l'a évoqué, il y a des discussions en cours avec la préfecture de police sur le fait de limiter au maximum les périmètres de sécurité, justement pour amoindrir l'impact. Ça, c'est un dialogue quotidien et je crois que vous pouvez compter sur la détermination de l'ensemble des acteurs pour que les choses se passent le plus sereinement possible. Ensuite, vous dire qu'il n'y aura aucun impact, je ne peux pas m'y engager. Je voulais juste vous dire que les petits papiers que je vous ai remis, c'est pour que j'ai vos mails pour que je vous prévienne la prochaine fois que monsieur le préfet sera présent, de manière à ce que vous soyez conviés en priorité dans la salle pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Juste sur les chantiers, puisque mon équipe m'a fait un petit message, puisque actuellement il y a effectivement une étude qui est en cours pour que nous puissions installer, je disais tout à l'heure, les boîtiers de guidage sonore, qui fonctionnent extrêmement bien en fait, et c'est une télécommande universelle qui les active. Donc on veut tester les boîtiers sonores sur les barrières pour indiquer en fait les limites de chantier pour les personnes notamment déficientes visuelles et aveugles. Mais c'est un chantier colossal pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Pour ma part, je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir. Merci beaucoup de cet échange à la fois extrêmement enrichissant et constructif. Moi, je me tiens évidemment à votre disposition et à la disposition de Madame Ferrat si vous souhaitez que nous réitérions un échange de ce type-là. Je parlais notamment tout à l'heure des agendas de l'accessibilité programmés qui vont être un très grand rendez-vous de l'accessibilité. Et j'espère pouvoir vous revoir. J'ai compris que je n'étais pas invitée à déjeuner ou à dîner. Je plaisante. Mais en tout cas, j'aurai beaucoup de plaisir à venir vous rencontrer. N'hésitez pas. Je laisse
Je laisse une petite pile de cartes avec mes coordonnées. Et puis, un très grand merci à toutes et tous. Et je laisse Madame Ferrat conclure. Déjà, Madame El Hadj, ainsi que tous vos collègues qui ont travaillé avec vous sur les JOP, nous vous remercions toutes et tous de votre présence, parce que ça n'était pas évident, vu le Conseil de Paris, que vous soyez présente parmi nous. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et nous allons réitérer votre venue aussi dans le 15e, tous autant que vous êtes, avec plaisir. Et les associations qui souhaitent rencontrer Madame El Hadj ont les cartes sur la table et peuvent les prendre sans aucun problème. Je ne suis pas jalouse.